Bonsoir à tous une nouvelle fois et ravi de vous accueillir. Donc, je me présente vite fait. Enfin, vous savez que je m'appelle Christine Maland de Comme Turquoise et que à la fois, je diffuse des informations, je mets en lumière des informations qui ont du sens. Et c'est vraiment un grand plaisir d'accueillir Marie-Laure Tessèdre ce soir. Merci. Donc, je vous la présente rapidement. Je laisse tous ses diplômes et simplement pour vous dire qu'elle est aujourd'hui maître Reiki, qu'elle est diplômée de l'école de soins holistiques de Barbara Brennan, qui est une école qui est très connue. Je ne sais pas si vous la connaissez, mais entre autres, Thierry Janssen a suivi cette même école. Elle est aussi énergéticienne et elle est auteure d'une dizaine d'ouvrages qui ont été vendus à plus de 90 000 exemplaires. Donc ça, c'est quand même formidable. Elle a toujours été éditée aux éditions Jouvence. Elle a à peu près 3-4 best-sellers. Donc, il y en a un qui s'appelle L'ancrage énergétique, parce qu'elle a fait un vrai travail sur l'énergétique. Un autre qui s'appelle Les 5 blessures de l'âme. Il y en a un qui est un peu en lien avec Christian Junod, puisque ça s'appelle Choisissez l'abondance. Et c'est drôle parce que j'ai reçu Christian Junod il n'y a pas très longtemps et il y avait ton livre, Marie-Laure. Ah, génial! Ouais. Et puis il y en a un autre qui s'appelle Alignement, centrage, ancrage, enracinement. Donc aux éditions Jouvence. Et là, c'est une vraie première puisqu'elle a écrit un roman qui s'appelle Sur le chemin du cœur. Il y a une chose que je ne veux pas aussi louper, c'est que Marie-Laure aime beaucoup voyager. C'est vraiment une globe-trotteuse. Et elle a une fille qu'elle a emmenée partout avec elle pour lui faire découvrir le monde, tout en travaillant, elle, sur son ordinateur. Donc, je trouve que ça donne une belle perspective. Voilà, donc sur le chemin du cœur, je vais laisser à Marie-Laure le soin de le présenter. Et puis, je vais lui poser au début une ou deux questions. Et après, j'ai envie de vous laisser la main parce que c'est vraiment un sujet qui, à mon avis, vous touche tous. Et je pense que ce serait bien que au bout de 20 minutes, là, si vous avez envie de poser des questions, vous le faites par chat et puis je les lirai. Voilà. À toi, Marie-Laure. Merci Christine pour cette belle introduction. Je suis vraiment ravie. Comme je disais tout à l'heure, avant qu'on commence officiellement, c'est la première fois que je présente en conférence ce livre, donc Sur le chemin du cœur, et c'est un livre qui me tient vraiment à cœur, tiens justement. D'abord parce que il y a beaucoup, il est beaucoup autobiographique, mais surtout parce que j'ai voulu dans ce livre partager des clés avec plus de monde sous la forme d'un roman pour pouvoir toucher tout le monde, même ceux qui ne sont pas complètement dans le développement personnel. Donc ça s'appelle Sur le chemin du cœur. C'est l'histoire de Claire qui est thérapeute et qui, lors d'un dimanche familial, découvre par hasard un secret de famille, puisque, donc je vais rentrer directement dans le sujet, mais je ne vais pas tout vous raconter du livre, de toute façon, ce n'est pas possible, qui découvre lors d'un secret de famille que sa famille est née d'un viol, puisque sa grand-mère lui révèle qu'elle a été violée et que qu'ensuite, elle a épousé son violeur, le grand-père de Claire, donc. Et la mère de Claire est le deuxième enfant légal, puisqu'elle est née durant le mariage. Donc, du viol est née la tante de Claire. Et donc, Claire, en tant que thérapeute, se dit qu'il va falloir qu'elle travaille sur ce sujet, et surtout, ça l'interpelle, puisque en énergétique, un des principes, on va dire, de l'énergétique, c'est que ce qui est à l'intérieur se voit à l'extérieur. Et donc, Claire s'interrogeait de savoir pourquoi elle rencontrait souvent des profils abusifs. Et en fait, elle se dit que peut-être, finalement, l'abuseur coule dans ses veines,
puisqu'en fait, le sang du grand-père de Claire coule dans ses veines. Et puis, elle se dépêche d'oublier la question parce que c'est quand même un petit peu compliqué de travailler sur ce sujet, puis elle n'a pas vraiment envie. Et puis, la vie va mettre devant elle un homme fantastique, le type d'homme qu'elle attend, le type d'homme qui l'a fait craquer comme ça du jour au lendemain. Et cet homme, Fred, va lui raconter lors de leur premier rendez-vous qu'il vient de faire de la prison pour viol. Et donc, ce livre, c'est le chemin de 2 guérisons. Comment est-il possible d'aimer un violeur? C'est la question qu'avait posée Claire quelques mois auparavant à sa grand-mère. Et c'est la question que la vie pose à Claire en lui faisant rencontrer son violeur. Et donc, ça va vraiment être le chemin de guérison de Claire qui va entamer une thérapie spécifique sur les jugements et de Fred qui va entamer une thérapie pour savoir s'il est capable de s'aimer lui-même avec ce qu'il a fait. Est-ce que ça résume, Christine, plus ou moins le livre, ou est-ce que tu as des choses, toi, qui t'ont plus marqué, que tu as envie de raconter? Bon, moi, j'ai beaucoup aimé ce roman parce qu'il est très bien écrit. Et il y a des images que j'ai de ce roman, c'est-à-dire la première rencontre qu'elle a avec Fred, où il y a une sorte de pétillement de joie de part et d'autre. Ça, c'est quand même absolument génial à ressentir. Et on le ressent très fort. On sent que Claire, elle est toute émoustillée, mais il y a plus que ça. Et chez Fred, il y a aussi une grande joie de rencontrer cette personne à qui il dit la vérité. Et dire la vérité à quelqu'un, c'est dire c'est d'accord pour qu'on ait une histoire. C'est vrai. Hein, je pense que… Et tu vois, il y a quelqu'un qui dit « Le roman comporte des phrases courtes qui sont très puissantes. C'est un livre bouleversant. » Merci. Voilà. Et en fait, oui, il y a des moments de grande joie et on sent des moments de grande difficulté. Donc, ce moment-là, ce moment de rencontre, il est important. Et à ce propos, moi, j'ai une question effectivement à te poser. Dans ton livre, on voit qu'il y a une amie qui te prévient sans arrêt en te disant « Claire, ne va pas là-bas, tu vas encore trouver un homme abusif qui va te faire du mal. Je ne veux pas. » Et elle te le dit et on a l'impression que tu ne peux pas résister. Est-ce que c'est vrai? Oui, oui, c'est vrai. Je pense qu'il y a plusieurs choses qui faisaient que je ne peux pas résister. D'abord, il était très attirant, il me plaisait beaucoup. Et puis, je pense qu'ensuite, c'était vraiment un sujet sur lequel j'avais demandé à l'univers, on va dire, de travailler plusieurs fois, si tu veux. C'est-à-dire qu'à chaque fois, tu vois, en énergétique, vraiment, je vois ça comme des situations récurrentes. Tant que tu n'as pas travaillé sur le sujet, la vie te remet la problématique jusqu'à ce que tu ailles vraiment creuser ce qu'il faut et travailler ce qu'il y a à travailler. Sauf qu'effectivement, c'était un sujet difficile, douloureux, émotionnellement compliqué, et donc j'y allais jamais vraiment. À chaque fois que j'avais rencontré des hommes abusifs, alors c'était pas forcément sexuellement, c'était de d'autres manières, émotionnellement, psychologiquement, financièrement. Enfin, il y a tellement de types d'abus. Et en fait, je m'étais posé la question, mais pourquoi je rencontre toujours ce type d'homme? Et quand ma grand-mère a révélé cette histoire, je me suis dit, ah, c'est pour ça. Et je me suis dit, ouais, c'est bon, maintenant j'ai la réponse. C'est bon, c'est passé. Bah, en fait, non, pas du tout. Et donc là, j'étais vraiment, la coïncidence, c'était tellement énorme. Dans le livre, je ne sais pas si ça se voit, mais dans la réalité, ça s'est fait en quelques mois. La révélation de ma grand-mère et la rencontre de Fred, c'était à 2 mois d'intervalle. Enfin, je ne pouvais pas rater cette coïncidence, puisque j'avais dit à ma grand-mère, il y avait eu une vraie discussion et c'était déjà rien que ça, c'était magique, tu vois, de pouvoir
parler avec ma grand-mère qui est encore en vie, en lui demandant mais pourquoi, mais comment as-tu pu épouser ton violeur? Le truc qui me paraissait mais tellement inimaginable. Pour moi, j'étais vraiment, comme je pense une grande majorité de femmes, à considérer le monstre, tu vois, et donc ça m'a fait faire un vrai travail d'image aussi sur mon grand-père que j'adorais, qui était vraiment pour moi un grand-père super super sympa, enfin tu vois, avec qui on rigolait beaucoup, et je me disais mais c'est pas possible qu'il ait fait ça. Donc il y a déjà eu un premier jugement qui est tombé sur l'image que j'avais de mon grand-père, comment je pouvais garder cette image heureuse et sympathique de mon grand-père en sachant ce qu'il avait fait. Donc j'ai déjà travaillé là-dessus. Et j'avais dit à ma grand-mère, non mais c'est pas possible d'épouser quelqu'un comme ça. Non, ça se peut pas. Enfin, j'avais vraiment enlevé ça de mon chemin. Et cet homme pour qui je craque vient me dire dès notre première soirée, j'ai fait la même chose que ton grand-père. Tu imagines un peu le chamboulement dans ma tête en me disant et là, ce qui était vraiment difficile, c'est que du coup, il est non aimable. Ouais, mais il me plaît beaucoup. Ouais. Et donc, il y avait cette lutte intérieure très puissante. Et je me suis. Et puis, évidemment, après, je suis thérapeute, donc je me fais régulièrement accompagner par d'autres thérapeutes, forcément. Bien sûr. Et donc, il était tellement clair que cet homme venait sur mon chemin pour me révéler l'ombre, pour me faire travailler sur cette partie de moi que je n'arrivais pas à accepter, en fait, et à aimer, tu vois. Comment peut-on aimer notre côté abuseur quand on essaye à chaque fois de l'enlever, en fait. Et ça m'a fait prendre conscience de ça. Et donc, j'ai choisi de revoir cet homme à qui j'avais quand même un peu claqué la porte, normal, pour étudier, pour écouter ce qu'il avait à dire. Et puis, ça m'a mis en face de nombreux jugements, c'est-à-dire que je suis thérapeute, et donc, à ce titre, surtout, en plus, on apprend vraiment ça à l'école Brennan, l'écoute sans jugement, tu vois, la capacité de recevoir la personne qui vient te voir en thérapie avec une écoute active et bienveillante. Et je me suis rendu compte que si cet homme était venu me voir en thérapie, mais j'étais dans tout sauf la bienveillance, j'étais dans le jugement total. Et donc, je me suis dit, waouh, ça a remis en question la vision de la thérapeute que je pensais être. Et je me suis dit, non, il faut que je sois capable, si quelqu'un vient me voir avec ce type de problématique en thérapie, il faut que je sois capable de l'écouter, il faut que je sois capable de le recevoir pour qui il est. Et c'est ce que j'ai fait. Je pense que ça serait bien que tu dises à toutes les personnes qui sont là quel a été quand même le chemin de Fred et qu'est-ce qui t'a permis de lui pardonner, en fait. Oui, alors en fait, c'est vrai que dans ce livre qui se lit, je crois, assez rapidement quand même, vous avez mon cheminement de plusieurs mois. Enfin, c'est un cheminement qui m'a pris de nombreuses semaines. Et en fait, j'ai découvert que Fred, qui s'était présenté comme agresseur lors de notre première soirée, et je ne sais pas pourquoi il l'a fait comme ça, en fait. Je pense qu'il l'a fait comme ça parce qu'il fallait vraiment que je travaille sur le sujet. En fait, en découvrant son histoire, je me suis rendu compte que non seulement il était né d'un viol comme ma famille, mais qu'il avait été abusé de nombreuses fois durant son enfance. Enfin, c'était une horreur, la façon il a survécu, c'était un survivant, cet homme. Et puis, évidemment, j'ai découvert sa vie en prison, j'ai découvert les agressions en prison, j'ai pénétré dans un monde que je ne soupçonnais pas, j'avoue. Et c'est pour ça que ça s'est fait en plusieurs fois. Nos rencontres se sont faites. On se rencontrait 1 heure et puis il me racontait. Et en fait, quand c'était trop, je faisais une pause, je retournais en thérapie, je revenais. Enfin, tu vois, il y a eu vraiment des allers-retours comme le chemin de Fred, finalement, puisque dans le livre, je raconte son chemin de guérison à lui, qui est sur l'Everest, où il y a vraiment des allers-retours entre les stations, entre les camps, entre les camps. Et en fait, moi, j'ai fait des allers-retours entre je vais voir cet homme, je découvre son histoire, je reprends,
je reprends la conversation et comment est-ce que je peux intégrer tout ça en fait et comment je peux le lier évidemment à ma propre histoire. Oui, bien sûr. Il y a une chose que je ressens, enfin que j'ai envie de te poser comme question, c'est est-ce que tu crois qu'on peut tout pardonner, mais dans le sens où le corps ne porte plus la trace de cette blessure qui est énorme. La blessure du viol est du viol, de la violence sexuelle, quelle qu'elle soit, ou même de la violence psychique. Moi, j'ai l'impression que notre corps engramme la blessure. On est tous blessés et cette blessure est engrammée dans notre corps. Toi qui es thérapeute et puis qui a vécu en face de Fred cette attirance qui était là et aussi qui te repoussait d'une certaine manière, est-ce que tu es arrivé à soigner la blessure? Alors, je suis d'accord avec toi. Je pense qu'on engramme complètement les blessures et que, en fait, une blessure de ce type, c'est le travail d'une vie. Voilà. Je pense que même si on arrive à changer certains programmes, enfin certaines couches, il reste toujours en filigrane l'endroit de la blessure. Par contre, je pense que effectivement, on peut remettre en circulation. J'ai vraiment vu ça et en fait, le livre, c'est aussi le témoignage de ça. On peut remettre en circulation de l'énergie là où elle n'y était plus. C'est-à-dire qu'une fois que le secret a été révélé et que j'ai fait le travail par rapport à ce qu'a présenté Fred, je peux voir déjà que quand je rencontre quelqu'un, on n'est plus du tout dans ce type de profil. Il y a aussi, tu sais, en énergétique, quand on fait le travail, on a des liens, on sait qu'on a des liens très puissants avec nos ascendants, nos descendants. Il est clair que le travail qui a été fait par moi sur cette problématique-là a clairement libéré des choses sur le côté ascendant, donc c'est-à-dire ma mère, ma grand-mère, d'abord parce qu'on a parlé du sujet, parce qu'elles ont lu le livre en avant-première, évidemment, parce qu'il n'était pas question qu'il paraisse sans qu'elles bien sûr soient d'accord. Ça vers les ascendants, les descendants, parce que j'ai une fille, et donc tu vois, il y a quand même tout ce chemin karmique qui, selon moi, a été en tout cas nettoyer. Et c'était vraiment ça parce que on en a parlé très souvent avec Fred. Alors, je ne peux pas tout raconter parce qu'autrement, je vais vous raconter la fin du livre. Mais on en a parlé très souvent et c'était vraiment un partage tellement authentique, tu vois, qu'on sentait lui et moi, alors moi parce que énergéticienne et lui parce que tellement dans cette problématique, lui il a expérimenté la problématique du viol de toutes les façons, né d'un viol, agressé lui-même, agresseur, en prison pour payer sa dette, enfin c'était vraiment, il a pris un chemin karmique extrêmement courageux, tu vois. Et en fait, de pouvoir parler de tout ça avec lui, on sentait, on pleurait ensemble et on sentait que c'était des larmes, tu sais, des larmes de guérison intérieure. Je ne sais pas comment dire ça. Tu vois, c'était des larmes de. Mon livre, il commence en disant ce livre est un baume pour toutes les femmes agressées, pour tous les hommes violentés, pour le monde entier. Et en fait, voilà, les larmes qui coulaient, c'était le baume. Moi, je ne sais pas comment expliquer ça. Bien sûr. Le lâcher prise de la blessure, en fait. C'est ça. Donc, elle est toujours là. On le sait qu'elle est là, tu vois. Mais je pense que quand tu changes l'intérieur, l'extérieur, ta réalité extérieure change aussi. Et c'est ce que j'ai fait. Et c'est ce que Fred a fait à sa façon aussi. Il y a des Hélène qui dit ce sont des larmes de délivrance et Michel dit des larmes de libération. Exactement. Oui, c'était ça. Ouais, c'est tout à fait. C'était vraiment une rencontre
d'âme à âme. D'ailleurs, je l'appelais comme ça, mon âme I. C'est chouette, hein, c'est vraiment un long chemin. En tout cas, on peut changer véritablement ses jugements. Avec ton histoire, on a vraiment l'impression qu'on peut. Alors en fait, c'était aussi l'idée, tu vois, j'ai œuvré 4 ans sur ce livre. Je l'ai écrit, réécrit, et réécrit. Et je voulais pas lâcher la possibilité de l'éditer parce que je voulais vraiment qu'il soit diffusable au plus grand nombre. Tu vois, parce qu'en fait, dans mon intention, c'est un livre de soins. C'est un livre pour changer les jugements. Parce que justement, quand on arrive et qu'on lit ça, alors malheureusement, puis on n'arrête pas de parler de ça, une femme sur 5, au moins un homme sur 10. Et quand je lis les retours de mes lecteurs, je me rends compte que c'est forcément bien plus que ça. Et en fait, dans toute la prise de parole de la semaine dernière, qui était suite à la journée contre les violences faites aux femmes, tu vois, je me suis rendu compte que finalement, on parlait beaucoup des violences et en fait, on ne propose pas de solution. On parle beaucoup de l'atrocité. Et moi, dans ce livre, c'est pour ça qu'il s'appelle Sur le chemin du cœur, parce qu'il y a plein de choses dans le livre dont je ne vous parlerai pas parce que je ne veux pas dire ça, mais moi, je voulais amener la possibilité du pardon, une possibilité de guérison, de changer les jugements. Et je crois que c'est ce qui fait le livre. Parce que les gens qui l'ont lu me disent souvent, à la fin du livre, ils me disent, en fait, je suis embêtée, je ne sais plus quoi penser. En fait, j'étais sûre de mon truc au début, quand j'ai lu, et en fait, arrivé à la fin du livre, dans ma tête, tout s'entrechoque. Ouais. Et où j'ai des témoignages qui me disent, mais je te déteste d'avoir écrit sur ce sujet, mais merci d'avoir écrit sur ce sujet parce que je me sens libérée. Tu vois, regarde, tu vois, avant la fin du livre, on a déjà pardonné et vu la situation différemment. Merci. Ben ouais, c'est exactement ça, c'est ce que je voulais. Je voulais parce que pour moi, changer son jugement, changer sa vision de la lorgnette, tu vois, regarder de l'autre côté. En fait, c'est le début de la compassion. Enfin, c'est la compassion. C'est arriver à la compassion. Et la compassion, c'est le début du pardon. Et donc, c'est le début de la guérison. Tu vois, en fait, souvent, il y a cette injonction de pardonner. Ouais, il faut que tu pardonnes. Oui, mais on ne sait pas comment faire. Et en fait, si tu arrives à changer ta vision des choses, alors c'est plus simple. Alors là, il y a une question. Marie-Laure, crois-tu que certaines lignées de femmes ont la mission de révéler et guérir certains hommes abuseurs? Ah, c'est une jolie question, merci. Alors, je ne me la suis jamais posée comme ça, mais effectivement, moi, c'est clairement une lignée de femmes, là, là où la lignée dans laquelle je vis actuellement est clairement une lignée de femmes. Et clairement, ça a guéri cette lignée-là. Je pense que oui. Je pense qu'on est de plus en plus nombreuses quand même en ce moment à se lever et à oser parler, oser dire. Et je trouve qu'il y a nombre de femmes de plus en plus qui ne sont pas justement dans cette vision binaire, eux les monstres ou les attaquants et nous les victimes. Et en fait, ce livre, il permet vraiment de sortir de la position de victime. D'abord parce que ça oblige à prendre sa part de responsabilité. Et puis, il y a beaucoup de femmes qui font ça. Enfin, j'avais regardé l'interview sur Mediapart d'Adèle Haenel, qui est clairement pas dans la rage contre l'autre. Tu vois, elle avait vraiment son pouvoir de femme incroyable quand elle disait sa vérité. Et il y a beaucoup de femmes qui sont comme ça maintenant. Donc, je dirais que oui, je répondrais plutôt oui à la question. J'en ai nombreuses en ce moment. Alors moi, j'en ai une parce que pour pouvoir connaître davantage Marie-Laure, j'ai suivi tout ce qu'elle avait fait précédemment. Et entre autres, elle a été interviewée par Brigitte Lahaie sur Sud Radio. Et il y avait un docteur en psychologie qui était là, qui s'appelle Stéphanie Germani. Et elle est intervenue en disant
que toutes les personnes victimes de viol dans l'enfance ont été elles-mêmes forcément victimes d'agressions sexuelles ou psychiques. Pas forcément que sexuelles, mais psychiques. Des parents qui sont en intrusion permanente avec leurs enfants, par exemple. Et oui. Je voulais savoir ce que tu en pensais, toi. Alors, c'est des questions que j'ai posées à Fred, hein, tout ça. Moi, il y a vraiment des choses qui m'ont marquée dans ce qu'il a dit. C'est que il m'a dit qu'en prison, tous les hommes qu'il a rencontrés en prison, par ce chef d'accusation, donc violeur, ont tous été victimes eux-mêmes. Wow. Et ça m'a fait l'effet d'une bombe à l'intérieur. En fait, je ne voyais pas ça du tout comme ça. Et c'est là que je me suis aperçue que les hommes sont beaucoup plus nombreux qu'on le pense. Personnellement, moi, dans ma vie, j'ai déjà rencontré 3 hommes qui m'ont dit qu'ils étaient victimes d'agressions sexuelles, tu vois, des hommes que je connais, enfin voilà. Et en fait, j'ai cherché, du coup, il y a très peu de documentation sur le sujet. J'ai juste trouvé une étude là d'il y a 2 ans qui dit 1 homme sur 10 qui a été victime. C'est énorme, 1 homme sur 10. Et, tu vois, et donc en fait, moi, ça a changé toute ma vision des choses, ça encore, cette phrase de Fred qui m'a expliqué ça, qui m'a expliqué la vie en prison, sachant que on sait très bien que c'est 1% des accusés de viol qui finissent en prison. Donc, tu vois, il y en a beaucoup plus. Et en fait, tous ceux qu'il a rencontrés ont eux-mêmes été victimes. Ouais, c'est fou. Ouais. Ouais. Alors, tu as une question. Marie-Laure, avez-vous, à un moment donné, été confrontée à la peur en face de Fred? Non. Je vais mettre un petit… non, en fait, au début, avant qu'il me révèle ça, j'étais dans une soirée drague, hein, donc je n'étais pas du tout confrontée à la peur. Et quand il m'a révélé ça, c'est plus le coup de massue que la peur. À ce moment-là, il m'a ramenée chez moi, il m'a raccompagnée jusque chez moi. Et j'avais pas vraiment peur parce qu'il a tout de suite dit non, mais t'inquiète, de toute façon, j'ai aucune envie de retourner en prison, donc je te ramène, mais tout va bien se passer. Et j'ai trouvé que c'était plutôt gentleman. Je n'ai jamais été confrontée à la peur, mais il m'a fallu du temps parce que j'ai une fille. Donc, il m'a fallu du temps pour qu'on se connaisse suffisamment pour lui présenter ma fille. Et je n'ai jamais eu peur de le laisser avec ma fille. J'avais vraiment… cet homme, vous le découvrez dans le livre, en fait, il a un profond regret. Il a été abuseur. Il a été tellement abusé qu'il a voulu… en voulant s'échapper, donc alcool, drogue and rock'n'roll, j'ai envie de dire, il a reproduit le schéma sans le faire exprès. Et il s'en est voulu toute sa vie. Oui, parce qu'il était vraiment ivre-mort quand il s'est arrivé. Il n'était pas tout à fait ivre-mort, mais pas loin, quoi. C'est ça. Et en fait, toute sa vie, enfin en tout cas, du moment où je l'ai rencontré, j'ai toujours eu l'impression qu'il essayait de racheter son geste au quotidien. C'est un des hommes les plus respectueux des femmes que je connaisse, aussi bizarre que ça puisse paraître. Toujours en train d'aider, incroyable, une gentillesse rare. Et moi, il m'a souvent dit qu'il pensait à cette femme qu'il avait agressée tous les jours, que tous les jours il demandait pardon. Enfin, ça va m'émouvoir rien que de vous en parler. Et il s'en veut parce qu'il a l'impression d'avoir gâché sa vie comme la sienne a été gâchée. Donc non, de savoir tout ça, je n'ai jamais eu peur de lui. Non, pas du tout. D'accord. Et il y a une autre question. Fred a-t-il pris conscience de toutes les violences qu'il a subies depuis son enfance? Alors,
Moi, j'ai eu la chance de le rencontrer après son séjour en prison. Et, euh, et en fait, en prison, il a été pris en charge exceptionnellement au niveau psychothérapeutique, je pense. J'en parle dans le livre et je raconte son chemin là aussi. Et c'est la première fois en prison qu'il a eu un suivi thérapeutique. C'est la première fois en prison qu'on a pu l'écouter et qu'il a pu mettre des mots sur ses mots. Et donc, oui. Et du coup, c'était génial d'ailleurs parce que lui, est pas thérapeute, mais on avait des vraies discussions profondes, psychologiques. Enfin, c'était vraiment. Il a beaucoup appris en fait. Une fois qu'il a réussi à mettre des mots sur qu'il a réussi à parler de ce qu'il avait vécu, etc. Donc, à moi, il a pu parler. Et je pense que je devais être la seule, la première à qui il avait parlé de ça après son équipe thérapeutique. Mmh. Et il a pas su si sa victime avait réussi à lui pardonner. Alors, donc j'ai découvert le fichier, enfin l'existence du fichier pour des agresseurs sexuels, etc. Donc, il ne sait pas, il n'a jamais eu le droit de revoir sa victime, ce qu'il regrettait parce qu'au Canada, tu sais, Christine, il y a des expériences où en fait, en étant encadrée, la victime peut rencontrer son agresseur et donc faire un travail thérapeutique. Et il m'a dit que si ça avait existé en France, il aurait adoré faire ça pour pouvoir s'excuser en direct. Je ne sais pas si la victime a réussi à lui pardonner. Je ne sais pas puisque je n'ai pas rencontré la victime. Aujourd'hui, c'est un homme heureux? Oui, moi, l'homme que j'ai rencontré, il était extrêmement heureux, mais tu sais, 10 ans de privation de liberté, d'abord, il a eu le temps de réfléchir, et puis surtout, il avait décidé de vraiment profiter de la vie au maximum. Il est là, elle me dit, il a aussi vécu en couple, tu l'expliques là dans le livre. Dans le livre, oui. Avec sa compagne, ça se passait normalement. Je ne peux pas vous dire, je ne connais pas sa compagne. Ah oui, d'accord. Donc en fait, quand on travaille soit sur l'abus, on nettoie toute sa lignée en fait. Oui. Moi, j'ai expérimenté ça. Non seulement on nettoie la lignée, parce qu'on travaille sur son intérieur, donc forcément son extérieur change, tu as des prises de conscience énormes et j'ai expérimenté ça, oui, on nettoie sa lignée, en tout cas j'espère, écoute, j'ai fait au mieux en tout cas, c'était pas prévu comme ça, mais c'est comme ça que ça s'est présenté. Voilà, c'est ça, comment sait-on qu'on a tout nettoyé? Je ne sais pas. Je ne sais pas, mais en tout cas, je peux vous dire qu'il y en a un gros paquet qui a été nettoyé parce que je vois vraiment la différence entre déjà, je vous dis, le profil des personnes que je rencontre maintenant, ma façon à moi aussi, parce que on a tous notre part de responsabilité que moi, je n'avais pas du tout intégré auparavant puisque je ne savais pas tout ça. Donc, je me demandais, j'étais dans ce côté victime justement, mais pourquoi ça m'arrive à moi? Et en fait, d'avoir découvert ça, d'avoir travaillé dessus, maintenant, je vois tu vois, où se situe ma limite de me sentir abusée ou pas, de m'auto-abuser ou pas, d'écouter ma petite voix ou pas. Parce que là, quelque part, comme tu l'as dit, Christine, je le savais qu'il ne fallait pas y aller. Et pourtant, j'y suis allée quand même. Tu vois, j'avais ma petite voix qui me disait de ne pas y aller, j'avais la voix de mon ami qui me disait de ne pas y aller. Et en fait, j'y allais quand même. Tu vois, donc on a tous ce côté-là aussi. Et c'est ça qui était intéressant, c'est que je me suis rendu compte que moi aussi, j'avais la part de responsabilité. Tu vois, et c'est comme ça qu'on guérit en prenant soi-même la responsabilité. Tu vois? Oui, tout à fait. Alors. Votre grand-mère a-t-elle finalement aimé et pardonné à votre grand-père? Alors, j'en parle dans le livre.
Alors, ma grand-mère, elle m'a vraiment expliqué ça. C'était magique parce qu'elle explique ça avec. Elle a 93 ans aujourd'hui, ma grand-mère. Et donc, elle explique ça avec les mots de la sagesse. Euh, donc, en fait, quand je lui ai demandé si elle avait aimé mon grand-père, elle m'a dit, mais tu sais, on ne se posait même pas la question. Moi, je l'ai aimé parce qu'à l'époque, l'épouser, c'était la seule façon que mon enfant ne meure pas de faim. Et à ce titre, je l'ai aimé. Ouais, ouais. Et ça, c'était hyper puissant pour moi. Vous voyez, même quand je vous le dis, là, ça résonne parce que moi, j'élève ma fille seule. Et en fait, elle m'avait dit, ben, moi, j'aurais jamais pu élever mon enfant seule. Et donc, dans toute la première partie du livre, je parle de ces différences de génération. En fait, ma grand-mère, elle s'est pas posé la question de savoir si elle pouvait l'élever seule. Vous voyez, par exemple. Donc, à ce titre, elle l'a aimé. Et ils ont été mariés 60 ans, quoi. Ouais. Parce que, et je lui ai dit, mais pourquoi tu es restée mariée? Et, toute pétillante et pleine de jugement de ce que j'étais. Elle m'a dit, mais à mon époque, on ne divorçait pas. Et oui, c'est ça. Oui, elle a raison. Et donc, j'ai pris conscience aussi, parce que là, en ce moment, c'est la libération de la parole de la femme. Et donc, du coup, on voit tout ce qui ne va pas. Mais en discutant avec ma grand-mère, je me suis dit, mais on a fait des bonds de géants en 70 ans finalement. Et on continue. Donc ça m'a donné plein d'espoir sur tout ce qui est en train de se passer maintenant. Et voilà, la libération de la parole, elle est vraiment énorme. Et elle est nécessaire. Et je sais que ce livre en fait partie, en fait. Tu verrais, Christine, le nombre de gens qui sont revenus du livre en me disant, mais j'ai lu ton livre, c'est l'histoire de ma grand-mère, ou c'est l'histoire de ma sœur, ou ah, mais tu savais que je suis née d'un viol. Oh, et je me suis dit, mais en fait, ça touche tout le monde. C'est pas une femme sur 5, une femme sur 10, c'est tous. Mais sauf qu'il y a tellement de gens qui le disent pas. Mais bien sûr. Mais c'est un vrai fléau, tu vois. Et donc, l'intention de ce livre qui était de faire un livre thérapeutique et comme un soin énergétique, du coup, j'y crois. J'ai des feedbacks de thérapeutes, d'énergéticiens qui me disent, je l'offre à mes clients parce que comme ça, on travaille sur ce qui se rappelle du livre. Tu vois, c'est intéressant parce que toi, tu t'es rappelé de la scène de la rencontre. Oui. Magnifique. Moi, je suis fleur bleue. Ben ouais, mais c'est génial. Mais il y a des gens qui, par exemple, vont lire le livre et ne se rappellent pas qu'il est en prison. Ah oui. Ils occultent, tu vois. Et donc, c'est intéressant, tu vois, d'aller. Enfin, voilà. Voir qu'est-ce qui accroche dans le livre et ce dont on se rappelle. Alors là, il y a une question. Il y en a plein. Voilà, c'est super, voilà. Merci. Alors, il y a quelqu'un qui me pose la question, est-ce que tu as travaillé ça en constellation familiale? Avez-vous eu l'occasion de travailler cette situation de viol en constellation familiale? Alors, j'ai travaillé plusieurs fois en constellation familiale moi-même, mais jamais sur cette situation. J'avais trop de trucs, trop d'autres choses à travailler. Jamais sur cette situation en particulier, on va dire. J'ai travaillé sur des situations d'abus en constellation, mais pas sur celle-là. Enfin, bon, après, elles sont toutes liées. D'accord. Alors, il y a une question intéressante. Fred a violé lorsqu'il était dans un état second. Et c'est un réveillé violeur. Et c'est révélé violeur. Pardon, ça doit être écrit ça. Et c'est réveillé violeur, ouais. Et c'est réveillé violeur. Comment savoir si son inconscient est nettoyé de toute violence potentielle? La confiance? Je ne sais pas. Moi, il a toujours été. Moi, j'ai décidé à un moment, après moult hésitations, après des dizaines d'allers-retours entre moi-même et moi-même sur il est violeur, mais il était victime. J'ai décidé de le prendre, de le recevoir et de le rencontrer dans son authenticité et dans sa vérité du moment où il était tout sauf violent. Voilà. Maintenant, est-ce que l'inconscient est complètement nettoyé? Il a eu une vie tellement compliquée que
Je sais que, par exemple, c'est un homme qui, quand il conduit, ne fait jamais d'excès de vitesse, ouvre la porte ouvre la porte à une femme tout le temps. Il a vraiment, voilà, il rachète, quand je vous disais, il fait super attention. Il a surtout pas envie de retourner en prison pour quoi que ce soit. Donc, je ne sais pas si l'inconscient est nettoyé de toute violence potentielle, mais enfin, en tout cas, le conscient faisait très attention. Mhm. Alors, il y a quelqu'un qui te dit, ce livre touche tout le monde. C'est une porte qui s'ouvre sur une nouvelle prise de conscience de nos blessures, de nos façons de penser, nos jugements. Merci. Bah, en tout cas, je suis drôlement étonnée. Vous êtes nombreux à avoir lu le livre durant Oui, cette conférence. finalement, C'est super, merci. J'envoie une note là. Pourquoi doit-on, dans nos réincarnations, faire l'expérience du viol? Est-ce que oui. le côté animal de l'homme qui Ah oui, perdure? Est-ce le côté animal de l'homme qui perdure? Je ne sais pas si dans nos réincarnations, on doit faire l'expérience du viol. Alors effectivement, quand je dis c'est un fléau bien plus important, je pense que déjà d'en prendre conscience et de le nettoyer fait que bah, j'espère qu'il y en aura moins. D'oser en parler, euh, de plus en plus on trouve ça anormal, alors que ce que je dis dans le livre aussi, il y a à l'époque de ma grand-mère, ça s'appelait le droit de cuissage, ouais. et ça marrait tout le monde, quoi. Et personne n'était choqué par ça. Il a fallu attendre 1980 ou 70 pour que ça s'appelle un viol et que ce soit dans le code pénal. C'est un truc de fou. Et donc, du coup, maintenant, on en parle. Et peut-être que dans 50 ans, bah, je sais pas, on peut rêver que ça n'existera plus parce que du coup, on sera toutes au courant, tous et toutes au courant de ce qu'il ne faut pas faire. Ce qu'on nous explique maintenant, mais qui, il y a 50 ans, n'était pas du tout expliqué. Bien sûr. Il y a quelqu'un qui te demande si tu as pu parler à ton grand-père sur le viol qu'il a commis. Non, mon grand-père, il est décédé avant que je sache ça. D'accord. Donc, j'ai pas pu. Alors après, oui, j'ai parlé à mon grand-père dans l'éthérique. j'ai Oui. parlé j'ai parlé à mon grand-père dans l'énergétique, mais je ne suis pas sûre que c'était votre question. Mais c'est vrai qu'à cette époque, la domination du masculin sur le féminin était Bah rentrée oui, dans les mœurs presque. bah oui, ma grand-mère, elle travaille dans une ferme, enfin tu vois, enfin dans une maison, dans une grande maison là. Elle était bonne, on ne se posait pas la question. Enfin, tu vois, il y a plein d'expressions, trousser la bonne, enfin, tu vois, ça semblait normal à tout le monde. Tu vois ça dans tous les bouquins anciens. Bien sûr. Et en fait bah, maintenant, ça s'appelle un viol et c'est Et passible c'est d'un crime. ouais. Tu vois. Mais à l'époque, d'ailleurs, je pense que c'est aussi pour ça que ma grand-mère n'en avait pas parlé avant, parce qu'elle n'avait pas les mots. Il a fallu du temps, je pense, pour qu'elle réalise qu'il y avait des mots pour ça maintenant, parce que bah, on en parle à la télé, dans les journaux, etc. Mais à son époque, il n'y avait pas tout ça, elle n'avait pas accès à tout ça. Et donc, je pense que c'est venu au fur et à mesure qu'elle prenne conscience de ce qui lui est arrivé et que c'était pas normal. Et c'est pour ça que ça a fait l'effet d'une bombe, quoi. Oui, tout à fait. Alors, votre maman était-elle au courant? Euh, Et si oui, comment elle a réagi? alors, ma maman, oui, elle était au courant. En fait, dans la famille, il n'y a que moi qui ne savais pas, quasiment. J'avais des cousines qui savaient. Ou en tout cas, ce n'était pas dit aussi clairement, mais voilà. Et ma maman, elle considère que elle, ses parents étaient mariés. Oui. Donc derrière, c'est pas. Ouais. C'est ça. Donc, moi, je ne vois pas complètement ça comme ça, mais bon, voilà. Mais oui, c'est aussi les changements de génération qui ne voient pas les choses de la même manière. C'est ça. Et je me suis dit que déjà, c'était. Par contre, ce qui est très intéressant, c'est que elle a. Moi, ma peur, quand j'ai fait lire le livre, c'était que leur jugement par rapport à Fred change.
parce que ma mère avait déjà rencontré Fred, je crois. Et en fait, pas du tout. Et ça m'a beaucoup étonnée. C'est bien, ouais, c'est super. Et en fait, elle est très fière de ce livre. Je pense elle en a saisi, parce que bon, c'est mon 10e livre, hein, donc c'est pas nouveau qu'il y ait mon nom sur la couverture. Oui, oui. Mais celui-là, je pense qu'elle en a vraiment saisi la portée thérapeutique. Et quelque part, c'est une libération pour elle aussi, et elle l'offre à tout le monde. Tu vois, alors que ça pourrait, au contraire, être un peu gênant pour elle. Et ma grand-mère a réagi de la même façon. Elle l'a montré à toutes ses copines. Et tu penses que ta grand-mère a souffert au moment du viol, ou la douleur, elle est arrivée plus tard quand elle a compris qu'elle avait été abusée? Alors, je ne suis pas rentrée dans des détails aussi sexuels avec ma grand-mère. Hein. Ouais. C'est pas facile de Non, parler. mais ça peut être. Elle a peut-être pas forcément à parler de sa Non, douleur, mais ma mais grand-mère, elle était pas une douleur consciente. de tristesse, peut-être. Ah oui, bah en fait, elle était dans ce qu'elle m'a partagé. Elle n'était pas, elle n'a pas compris ce qu'il faisait en fait. Après, il y a plus d'explications dans le livre, mais en fait, elle n'a pas compris vraiment ce qui lui arrivait. Il n'y avait pas de mots. Donc, on est en 1900, ma grand-mère, elle est en 27, 37, on est en 1940, un truc comme ça, 41. Elle n'est pas allée à l'école bien longtemps. Il y a eu zéro éducation sexuelle de rien. Elle dit, ah bah là, Dieu, il me fait un truc, c'est trop bizarre. Oh, j'aime pas ça, mais si je le dis, je vais perdre mon boulot. Donc, je le dis pas. Voilà. Donc, Alors, je pense qu'elle a souffert après ma grand-mère. Je pense qu'elle a souffert au fil des années. Je pense que au fil des années, je pense que la conscience de l'abus montait parce que la conscience de la société par rapport à ce problème-là montait aussi. C'est-à-dire que au fil des années, on a commencé à en parler et au fil des années, je pense qu'elle s'est rendue compte qu'il y avait un vrai problème. Et du coup, après, ça a été son chemin à elle d'oser le dire. Alors là, il y a une question très intéressante. Pouvez-vous donner plus de détails de ce travail de nettoyage psychologique que vous avez fait? Il s'agit d'acceptation, de pardon ou d'autre chose? Alors, il s'agit les trois et plus. Alors, en fait, je travaille avec. Moi, je travaille principalement en énergétique. Je suis énergéticienne, je suis diplômée de l'école Brennan. Et donc, à ce titre, on fait vraiment un travail énergétique profond pour nettoyer les blocs d'énergie qui sont coincés dans l'aura, dans les chakras, etc. Donc, il y a vraiment un travail de soins énergétiques purs que j'ai fait. Il y a aussi un travail de changement de jugement. Donc, par exemple, j'utilise des techniques, moi, comme l'EFT, qui est une technique de libération émotionnelle où on va séparer l'émotion de l'expérience. Voilà, donc, et puis à l'époque, j'avais terminé mon cursus Brennan, donc c'est 4 ans d'études aux États-Unis en médecine énergétique, et je m'étais inscrite dans un autre cursus qui suit celui-là, qui est aussi du travail énergétique très régulier, qui s'appelle Psycho-Energetics. Et donc, en fait, j'y allais une semaine tous les 2 mois. Donc, je suis arrivée avec ce problème et j'en parle dans le livre en donnant quelques exemples. Donc, il y a vraiment un travail de présence. Il y a un travail de conscience, de mise en lumière, d'acceptation, pardon, enfin, tout ça en même temps. Non, c'était intense. C'est vrai que le livre, je sais qu'il arrache un peu la tête. Enfin, en tout cas, je ne sais pas comment dire ça autrement. Mais en fait, c'est ce que j'ai traversé pendant de nombreux mois, je vous ai dit tout à l'heure. Donc, voilà, j'allais dans un groupe de thérapie, je parlais de ça, je revenais, je retournais en séance individuelle, je revenais, je retournais en soins, je revenais. Enfin, c'était vraiment hyper compliqué pour moi d'accepter cette possibilité de relation, parce que du coup, j'étais pas
en relation avec lui. Enfin, je l'étais, mais c'était pas mon chéri, en tout cas, le temps du truc, quoi. Voilà. Alors, il paraît que dans certains pays, le viol oblige la victime à rester dans une famille non choisie. C'est un viol qui peut correspondre à un enlèvement. Oui, j'ai entendu parler de ça. Oui, c'est vrai, j'ai entendu parler de ça. Et là, il y a une question, comment dépasser la peur d'un viol bloqué qui est bloqué dans le transgénérationnel? Bah, ça, c'est hyper intéressant parce que j'avais ça, moi. Je pense que c'était justement, j'avais une peur, voilà, j'avais la peur des agressions. Je sais que je ne suis pas la seule dans ma famille à avoir ça aussi, d'ailleurs. Et en fait, de comprendre d'où ça vient, déjà, ça permet de le nettoyer. Et après, un travail avec votre énergéticien, par exemple, sur libérer les liens karmiques, libérer les cordes dont je parlais tout à l'heure, ascendant, descendant, travailler, enfin, il y a tellement de possibilités en hypnose, en ce que vous voulez, il y a tellement de possibilités. En fait, c'est chouette parce que si j'ai voulu écrire ce livre sous la forme d'un roman, c'est parce que je me disais que ça pourrait amener plus de personnes à aller vers le développement personnel. Tu vois, tous les livres que j'avais écrits avant, c'est des livres, voilà, l'ancrage énergétique, les 5 blessures de l'âme, c'est pas des livres que tu peux offrir à ta voisine de palier comme ça. L'ancrage énergétique, si ta voisine de palier, elle n'est pas branchée développement personnel, ça va pas lui parler du tout. Je me suis dit que sous la forme d'un roman, en fait, c'était plus facile. T'offres un roman à ta voisine de palier qui s'appelle Sur le chemin du cœur. En plus, tu vois qu'il y a la couleur du roman, le titre du roman, le gros cœur. Tu dis, waouh, c'est une histoire d'amour, ça va être génial. Tu vois, je me suis dit, tu peux l'offrir facilement parce que tu connais pas l'histoire des gens. Et en fait, ça va réveiller ce que ça a réveillé si ça doit réveiller quelque chose. Ça va faire changer ça va libérer la parole, ça va faire changer la vision des choses. Et là, alors du coup, les gens vont pouvoir aller oser voir un thérapeute, vont pouvoir compléter la lecture du livre par un travail personnel de guérison. Et en fait, c'était un peu ça mon idée, tu vois. Oui, les thérapeutes que vous avez rencontrés ont-ils progressé en matière de pardon? Ça demande effectivement peut-être une… Je dirais que oui, parce que en fait, dans ces groupes thérapeutiques, en tout cas tels que je les ai pratiqués au moment du livre, effectivement, on était bon là dans le livre, j'en ai mis 6 ou 7 en exemple, mais on était plus nombreux. Et effectivement, cette histoire a fait l'effet d'une bombe et a vraiment été titillé nombre de personnes qui ont écouté cette histoire avec attention, qui sont identifiées. Donc oui, je pense que ça les a fait progresser en matière de pardon. Et je sais aussi, et ceux qui lisent le livre aussi. Enfin voilà, j'ai eu là récemment un témoignage, je te l'ai partagé, Christine, par mail là, d'une énergéticienne qui m'a dit, bah oui, moi j'ai été victime de viol aussi, et quand je lis votre livre, j'ai fait un chemin, j'ai continué le chemin en fait. Et j'ai eu plusieurs interviews d'ailleurs comme ça de femmes qui, je ne savais pas, avaient été victimes et qui ont partagé cette histoire, leur histoire durant l'interview. Super, super puissant, quoi. Voilà, il y a une personne qui dit, c'est un livre qui m'a fait bien pleurer à la fin. Bravo Marie-Laure, ce roman est un chef-d'œuvre et oui, il faut le partager et le conseiller au plus grand nombre. Merci, merci, merci. Ouais, j'espère de tout cœur qu'il saura faire son chemin, justement. Parce que, oui, je pense qu'il peut aider beaucoup. Donc, merci de me dire ça. Vous voyez, c'est mon seul livre qui, quand je lis des témoignages, les témoignages que je lis sur ce livre me font pleurer. Alors que des avis sur Amazon, j'en ai plein, hein, mais pas encore sur ce livre parce qu'il est tout nouveau. Mais tous les autres commentaires m'ont jamais touché à ce point, quoi. Merci vraiment à vous toutes d'être restées avec nous. Et puis, merci à toi, Marie-Laure. Eh ben, merci, Christine, d'avoir organisé ça. Merci, je suis super contente de vous avoir vu là aussi nombreux. Je suis touchée que vous ayez déjà
lu le livre et que vous l'ayez aimé. J'ai adoré toutes vos questions, donc merci, merci.